bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau pour le débat, le rendez-vous de la rédaction. Le rendez-vous de la rédaction qui reçoit sur ce plateau deux invités. À ma droite, j'ai M. Adamou Maman Sabiou. Monsieur Adamou Maman Sabiou, bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, autant pour moi, j'ai M. Bourema Daouda. Monsieur Bourema, bonsoir. Bonsoir. Donc, avec nos deux invités, nous allons décortiquer l'actualité nationale. Et l'actualité nationale, c'est d'abord les mesures prises par le ministère de la Santé publique par rapport à cette situation de coronavirus ou Covid-19. Nous allons parler également du dernier communiqué de presse du gouvernement par rapport justement donc à ce coronavirus. Et pour tomber sur cette situation de ce matin, avec la sortie des populations de Niamey par rapport donc à la marche suivie de meeting qui devrait se tenir donc le 15 aujourd'hui, dimanche, et avec la sortie également médiatique de l'opposition. Alors nous allons tout de suite débuter, chers invités, avec notre super coronavirus, parce qu'il faut également le dire ainsi, parce que coronavirus aujourd'hui, ça prend plus de l'ampleur dans le monde entier. On voit déjà des pays qui sont sous quarantaine. Et Dieu merci, le Niger ne fait pas partie. Et vraiment, c'est vraiment formidable, extraordinaire. Et nous allons continuer à prier pour que le Niger ne soit pas dans cette situation. Et nous savons également que dès l'annonce de cette maladie, donc du virus, coronavirus au niveau de Chine, les autorités nigériennes, à travers donc, le ministère de la Santé publique, a pris d'énormes décisions, d'énormes précautions, en tout cas, pour mettre à l'abri ces populations. Alors, Monsieur Adamou, qu'est-ce que vous dites par rapport justement à ces mesures de prévention prises par le ministère de la Santé publique pour barrer, en quelque sorte, la route à cette maladie qui est le coronavirus? Ok, merci Mamana, merci téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre. Par rapport à cette question du coronavirus qui est vraiment déclaré comme étant une pandémie d'abord par l'OMS, par le secrétaire général de l'OMS, parce que ça s'étend presque sur tous les 5 continents. Je dirais les mesures prises par le gouvernement du Niger via le ministre de la Santé publique sont à saluer d'autre part. Sont à saluer d'autre part, pourquoi? Parce que dès l'apparition de cette maladie, et depuis, avant même qu'on la déclare comme étant une pandémie, ils ont eu à faire des communiqués pour expliquer la maladie et pour appeler les gens à la prudence et aussi pour donner des conseils d'usage aux citoyens, d'hygiène, pour pouvoir éviter de contracter la maladie. Les mesures prises aussi par rapport aux frontières, qu'elles soient des frontières terrestres ou qu'elles soient au niveau de l'aéroport, aussi sont à saluer. Parce que semble-t-il, selon le communiqué du ministre hier, qu'on a suivi à la télévision nationale, ils ont installé des caméras thermiques qui permettent de détecter les signes primaires de cette maladie à tout étranger qui passe par l'aéroport qui entre au Niger. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau de l'aéroport international de Diori Hamani, mais aussi de l'autre côté, les 2 autres aéroports, celui d'Agadez et celui de Zander, selon ces précisions. Donc, de ce point de vue, on peut dire que c'est à féliciter. Mais un autre aspect que je voudrais évoquer, c'est par rapport au... Jusque-là, au Niger, on n'a pas un cas précis et ça a été confirmé par les autorités compétentes que le virus n'a pas encore pénétré ce pays. Dieu merci. Et on ne souhaite pas aussi qu'il entre dans ce pays. Et nous disons que aussi, il ne faut pas que le gouvernement puisse faire l'usage politique de cette maladie. C'est ce qu'il faut que le gouvernement évite. C'est une pandémie, il n'y a pas d'usage politique d'une pandémie. Si la pandémie n'est pas venue, il ne faut pas essayer d'utiliser certaines astuces pour essayer de barricader. Oui, et je pense que nous allons revenir. Nous allons revenir à ça parce que vous faites allusion déjà au communiqué, le dernier communiqué de presse. Monsieur Bourem Daouda, qu'est-ce que vous pensez vraiment donc de ces précautions, préventions prises par les autorités, surtout le ministère de la Santé publique, pour pouvoir mettre à l'abri ces populations, les populations nigériennes, contre le virus? Je crois que par rapport à cette pandémie,
dès le début, le ministère de la Santé a pris quand même de très bonnes décisions. Parce que depuis que ça a été déclaré seulement au niveau de la Chine, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, a pris la mesure de la chose. Parce que vous savez, le Niger est en contact très étroit avec la Chine, surtout que ce sont des ressortissants chinois qui sont en train d'exploiter le pétrole du Niger au niveau d'Agadem et au niveau de la Soraz. Alors la première décision que le gouvernement a eu à prendre, c'est d'abord des mesures par rapport à ces ressortissants de la Chine. Le gouvernement a décidé que les Chinois qui travaillent au niveau de ces compagnies, qui sont déjà en vacances en Chine, de rester. Et ceux qui sont au Niger, également, on les a interdit de quitter pour aller. Ça veut dire qu'à partir de là, déjà, en bloquant le mouvement de ces gens, donc, ils ont pu circonscrire en partie la propagation ou la venue de cette maladie au niveau du Niger. Et plus encore, ils ont pris des mesures également, comme c'était à l'international qu'on l'avait, ils ont pris des mesures surtout au niveau des aéroports internationaux. Je veux parler de l'aéroport d'Agadez, de l'aéroport de Zender et de l'aéroport Diori Hamani de Niamey, où ils ont mis des dispositifs permettant, dès l'entrée sur le territoire nigérien, donc de contrôler si les passagers pour voir s'il n'y a pas un qui est porteur de la maladie. Ce qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas encore enregistré un cas. Maintenant, je crois que les mesures doivent aussi augmenter. Parce que dans le temps, les premières mesures quand même, c'était quand ça se trouvait surtout au niveau de la Chine et au niveau de l'Europe. De la mesure où, à l'heure où on vous parle, on sait que nos voisins ont connu des cas. Je vais parler de l'Algérie, je vais parler du Mali, je vais parler du Burkina, je vais parler du Sénégal, je vais parler du Nigeria. Ça veut dire à partir de l'instant où on a ça aux portes de nos frontières, je crois qu'on doit mettre les mêmes dispositifs au niveau des frontières terrestres également. Même si on sait que les frontières sont très poreuses, en tout cas au niveau des grandes portes d'entrée quand même, il est bon d'avoir des dispositifs. Et il est bon également parce qu'on a assez de compagnies de transport qui font des va-et-vient au niveau des pays qui sont concernés par cette maladie. Je crois que des dispositifs également doivent être renforcés. Oui, sans vous couper, je pense que le ministère des Transports avait déjà rencontré en fait ses partenaires. Donc quand je parle de ses partenaires, les transporteurs et autres, les compagnies de transport étaient en conclave le vendredi par rapport à cette situation, justement. Donc, ça veut dire que là-bas aussi, il y a des mesures. Effectivement. Il y a des mesures qui vont suivre. Oui, parce que certaines mesures, quand on les prend, parfois, tu peux suivre un certain de nos compatriotes qui se posent des questions, mais si la maladie n'est pas là, pourquoi prendre des mesures? Vous savez, mieux vaut prévenir que guérir. En tout cas, il faut voir, même les pays qu'on dit des pays très puissants, très développés sur le plan sanitaire, ils sont en difficulté par rapport à ce problème. Voilà des pays comme par exemple l'Italie, qui nous venait en aide sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, ou l'Allemagne. Aujourd'hui, ce sont ces pays-là qui sont en train de débattre par rapport à cette maladie et qui sont en train de chercher l'aide de la compétence internationale pour pouvoir juguler ces problèmes. Je crois que c'est pourquoi nous ne pouvons jamais souhaiter avoir ces cas-là au niveau de notre pays, surtout quand on prend des pays comme le Niger avec nos us et coutumes. Je crois que la propagation risque d'être très rapide. Voilà pourquoi nous ne pouvons que saluer les mesures conservatoires prises par
le ministère de la Santé publique pour épargner au peuple nigérien de cette pandémie. Et surtout qu'il a donné même des numéros. Les numéros circulent aujourd'hui, où en cas de manifestation peut-être de complications de ces symptômes, justement vous avez des numéros, vous pouvez appeler ces spécialistes-là pour leur demander. Voilà, et déjà, l'hôpital de référence aussi est là, en tout cas pour accueillir ces cas. Donc voilà, donc je pense que vraiment c'est une situation qui est là dans le monde, donc il faut s'en tenir aussi aux consignes vraiment, surtout d'hygiène. On a vraiment intérêt à s'intéresser aux consignes et à collaborer par rapport à cette situation parce que vous avez vu, c'est la première fois on rencontre une maladie qui commence d'abord par les plus puissants, où dans certains pays, ce sont même des chefs d'État qui sont accusés d'être atteints, contaminés par cette maladie. Je crois que... Quand vous regardez, il paraît que même cette semaine, l'Allemagne sera en quarantaine. Voilà. Parce et rien qu'hier, on a obligé le président américain Trump à faire le test pour vérifier parce qu'on a supposé qu'il a été en contact avec quelqu'un qui est déjà malade. Donc vraiment, si même l'homme le plus puissant du monde là, on s'inquiète pour son cas, je crois qu'on ne peut que se ranger derrière les décisions du ministère de la Santé publique pour sauvegarder vraiment la santé de nos concitoyens. Et prions ensemble. Ça fait partie des mesures parce que le gouvernement nous a demandé de prier. On est en train de prier pour que vraiment cette maladie ne vienne pas au Niger. Parce que, quelles que soient les mesures qu'on prenne, les rassemblements, la cohabitation avec nos sociétés, si on trouve une maladie pareille, même des régions, des pays dans lesquels l'individualisme est devenu une coutume, c'est en train de les contaminer à fortiori des pays comme le Niger où le communautarisme est une réalité. Alors quand ça rentre dans des pays où il y a le communautarisme, ça risque de faire des ravages. Voilà pourquoi nous devons respecter de manière stricte les consignes quand même édictées par les spécialistes de la santé. Ok. D'accord, nous allons, après ces consignes, nous allons voir également le dernier conseil communication donc, du Conseil des ministres en date du 13 mars 2020 sur la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Covid-19, donc là, le gouvernement a décrété certaines mesures où le gouvernement dit que toute personne venant d'un pays où sévit l'épidémie sera confinée chez elle ou dans tout autre endroit adéquat pendant 14 jours. Troisièmement, l'annulation d'abord jusqu'à nouvel ordre de tous les événements internationaux programmés se tenir donc au Niger. Donc voilà, et le 3, c'est tous les regroupements, notamment à caractère politique, sportif, et culturels susceptibles de mettre ensemble au moins 1000 personnes sont interdits. Et quatrièmement, il est fortement conseillé de se saluer sans se donner la main et de se laver les mains au savon le plus souvent possible. Donc ça, c'est les conseils d'hygiène. Et cinquièmement, il est fortement conseillé d'éviter de voyager dans les pays où sévit l'épidémie. 6. Toutes les missions officielles vers les pays affectés par l'épidémie sont interdites jusqu'à nouvel ordre. 7. Les cérémonies de réjouissance doivent être organisées le plus simplement possible en évitant au maximum les regroupements. Il en est de même pour les deuils. Et 8. Il est demandé à tous les citoyens d'implorer Dieu pour qu'il mette notre pays à l'abri de ce terrible fléau. Et je pense que dans ce communiqué, c'est le troisième point qui vous intéresse justement. C'est justement là où on parle de les regroupements à caractère politique, sportif et culturel susceptibles de mettre ensemble au moins 1000 personnes sont interdites. Donc vous avez vu, peut-être c'est ça aussi qui a amené cette situation qu'on a vécue ce matin. Les acteurs de la société civile avaient annoncé une marche suivie de meetings qui devrait se tenir aujourd'hui, 15 mars, à leur lieu habituel. Donc, vous avez vu dès l'annonce de ce communiqué ce que ça a donné. Parce que, paraîtrait-il que ces acteurs de la société civile n'ont pas reçu, en fait, une notification du président du maire, de délégation spéciale donc, de la mairie, qui leur interdisait ça. Donc, ils ont tout simplement fait
deux poids, deux mesures pour pouvoir regarder également, pour voir où est-ce que ça se situe. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont demandé à sortir que ce communiqué est tombé? Parce que tout est possible aussi. Et c'est ce que peut-être qui les a fait sortir aujourd'hui. Et vous avez vu le dégât, ce que ça a donné aujourd'hui. Donc, monsieur Adamou, qu'est-ce que vraiment, quel est le lien aujourd'hui avec la sortie de ces acteurs de la société civile nigérienne ce matin et le communiqué qui fait cas de mettre fin au regroupement et autres activités politiques et culturelles qui peut drainer une masse de 1000 personnes, de rassemblement de 1000 personnes? Bon, je dirais avant d'en arriver là, moi je voudrais porter une critique par rapport même au contenu du communiqué du Conseil des ministres du vendredi passé. Il parlait qu'il y avait des pays qu'on savait qui sont infectés. Ils sont en quarantaine. Ils sont en quarantaine. Donc le Niger est un pays, selon les dernières statistiques, c'est le dernier de la planète. Le Niger n'a pas cette capacité de dire que automatiquement tous les gens qui vont venir, il va trouver un endroit pour les mettre en quarantaine. Le Niger n'a pas cette capacité. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que les gens qui vont venir de ces pays, ce sont des gens qui vont venir des pays développés. Vous allez les mettre en quarantaine comment? Rappelez-vous d'une histoire au Japon, sur un bateau, quand on a mis les gens en quarantaine, dans le bateau, ils se sont plaints. Il y a des Américains qui ont dit on les a emprisonnés, c'est une sorte de prison. Là, c'est une atteinte à leurs droits. Quand vous allez les mettre en quarantaine, il faut les mettre en quarantaine dans un endroit qui est conforme, une habitation confortable. Je ne pense pas que le Niger a ces moyens. Je ne pense pas que quelle est la mesure, je ne suis pas dans le secret du gouvernement pour savoir quels sont les logements qu'ils vont utiliser pour mettre ces gens en quarantaine. La solution est purement et simplement comme qu'a fait d'autres États, par exemple le cas du Maroc, carrément on se sépare la ligne entre le Niger et tous ces États-là développés, la France, l'Allemagne, l'Italie, parce que c'est des mesures à prendre. Quand eux, là, qui sont des pays développés, n'arrivent pas à faire face à cette maladie, quand cette maladie arrive au Niger, que sera la situation du Niger? Donc, il faut prendre des mesures draconiennes, suspendre carrément, jusqu'à nouvel ordre. Oui. Non, ils ont dit qu'ils ont suspendu seulement les événements internationaux qui devraient avoir lieu au Niger et les missions officielles. Bon, mais ils ont dit que les gens qui vont venir, dès qu'ils arrivent au niveau de l'aéroport, on va les mettre directement en quarantaine. Non, suspendez, dit que les gens qui sont de ces endroits-là ne vont même pas venir au Niger jusqu'à ce que la situation soit réglée. Ici à côté, le Burkina, ils ont pris des mesures. Il y a un communiqué de leur gouvernement qui dit que depuis préscolaire jusqu'à l'université, ils ont suspendu pendant un mois. Il n'y aura plus cours pour le regroupement des gens. Même au Sénégal. Mais la même chose au Sénégal. Et ici, c'est pour cela que j'ai dit au début, il ne faut pas faire une exploitation politique de cette situation. Ils disent que c'est des regroupements seulement qui vont regrouper 1000 personnes. Qu'en est-il des marchés? Ça regroupe combien de milliers? Qu'en est-il des universités, qu'elles soient publiques ou privées au Niger? Ça regroupe combien de gens? Qu'en est-il des autres endroits où les gens se regroupent, les lieux de culte, les églises, les mosquées? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement? Les mesures ne sont pas prises, on laisse les gens continuer. Donc, si réellement il y a le risque, ces regroupements-là qu'on a laissés, il y a toujours des risques. Cela veut dire que c'est comme si quelque part on ne se soucie pas de la santé des étudiants, on ne se soucie pas de la santé des élèves, on ne se soucie pas de la santé des commerçants et des clients, mais on se soucie seulement de la situation de marche que les organisations de la société civile veulent organiser. Ah bon? Oui, quand j'ai vu le communiqué du président de la délégation spéciale qui s'appuie sur le communiqué du Conseil des ministres, ça m'a fait rire. Je disais, soit le président de la délégation, il est administrativement nul ou il est juridiquement incompétent. Je répète bien. Soit il est administrativement nul ou il est juridiquement incompétent. Parce que pour donner une motivation, en tant qu'administrateur, il faut donner une motivation qui justifie ce que vous dites. Mais ça a été justifié. Non, il a vu, c'est-à-dire ils sont fatigués d'utiliser l'argument habituel, trouble à l'ordre public. Il faut voir. Le communiqué est venu tardivement la nuit après le communiqué du Conseil des ministres. Pourquoi?
Si réellement il a des arguments qu'il peut brandir pour empêcher, il devrait le faire. Un autre aspect, quand je dis oui... Ce matin, vous étiez là-bas? Oui, dans la rue? Exactement, j'ai manifesté. J'étais parti jusqu'au niveau du grand marché et de l'autre côté, où ils ont barricadé, ils ont amené des armadas pour barricader. Le problème qui se pose, ce n'est pas seulement de dire on interdit les manifestations juste pour interdire les manifestations. Si c'est pour l'intérêt, il faut interdire systématiquement tout regroupement. Qu'il soit au niveau de l'école, qu'il soit au niveau du marché, qu'il soit quel qu'en soit, qu'il soit au niveau des hôpitaux. Mais dans ce cas, on va rentrer en quarantaine. Oui, il faut mettre les gens en quarantaine si c'est ça. Parce que la mesure, c'est une façon de mettre en quarantaine. Mais qui n'ose pas sortir officiellement dire on est en train de mettre le Niger en quarantaine. Je pense qu'il faut qu'ils puissent concilier. Il faut qu'ils puissent concilier leur point de vue avec le communiqué. Si vous voulez empêcher, ensuite, le président, quand je parle de l'administrativement nul, on ne peut pas, quand les acteurs de la société civile voulaient marcher, ils étaient partis déposer. Pour dire que voilà, ils voulaient faire organiser leur marche tel jour. Donc on ne peut pas sortir à la télé une façon de banaliser le droit de manifestation, qui n'est pas seulement un droit constitutionnel, parce que c'est un droit supra-constitutionnel, parce que ce sont les conventions que le Niger est ratifié, qui donnent ce droit. Donc vous ne pouvez pas sortir banalement. Vous vous rappelez, une fois je vous ai dit, le président de la délégation n'est pas redevable aux Niamiens, parce que ce n'est pas eux qui l'ont placé là. Il est redevable au président de la République par rapport à cela. Donc toute instruction qu'on lui donne, il exécute aveuglément. Mais il devrait dire, les gens, ce sont des structures organisées. C'est eux qui ont demandé, je dois les transmettre officiellement. Voilà, pour cette raison. Et maintenant, ils sauront comment attaquer. Prenons le cas de Maradi. Quand on les a interdits, ils étaient partis attaquer. Le juge de référé les a donné raison. Mais vous refusez de les transmettre parce que vous savez, lui, le président de la délégation, il est conscient que ce communiqué laconique qu'il a transmis à travers les médias, s'il ose le remettre aux organisations de la société civile, ils vont l'attaquer, il sera cassé par les juridictions. Par contre, on préfère jouer avec la conscience des gens. Je pense que par rapport à cela, la marche, ils ont voulu empêcher la marche, mais ils ont vu le problème concret. Et ceci. J'ai l'habitude de dire, si on arrive à pousser une chèvre, on l'a acculée au mur, dos au mur. Quand elle n'a pas de choix, elle va mordre. Il ne faut pas qu'on essaye de museler à outrance le droit de manifestation des gens. Si les gens sont arrivés à un certain niveau, ils ne peuvent plus. Parce que la peur, c'est un état d'esprit. Il arrivera un moment où les gens vont braver leur peur. Si les gens arrivent à braver leur peur, ça c'est du problème. Les autorités sont des autorités légales. Que tout ce qu'ils doivent faire comme acte, que ça soit en toute légalité. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas d'eux que la population a peur, mais la population a peur d'être de l'illégalité. Donc il faut que les gouvernants comme les gouvernés, tout le monde se plie à la légalité, à la loi auquel on s'est librement donné, qu'on essaie aussi de l'appliquer et de la faire respecter. La respecter et la faire respecter. Parce que la loi commence par dire respecter et la faire respecter. Ceux qui ont le pouvoir doivent la respecter avant de la faire respecter. Mais si vous refusez de respecter juste des lois et des règlements élémentaires, mais vous voulez imposer par la force à d'autres de respecter, là ça crée des divisions. Et cette frustration va pousser les gens à se révolter. Donc, et ce qui n'est pas normal. Quand vous dites révolter, à se révolter, c'est comme ce qui s'est passé. Exactement, il y avait un interdit, les gens ont bravé. C'est la deuxième fois que les gens bravent l'interdit parce que c'est pas des interdictions légales, c'est des interdictions illégales. Quand c'est illégal, les gens c'est-à-dire, ils ne se sentent pas liés. Ils ne se sentent pas liés à respecter un acte, comme dit la Constitution, manifestement illégal. Il faut faire ça en toute légalité. S'il fallait interdire, il faut interdire en toute légalité. Ok, Monsieur Daoula, vous avez suivi ce que Adamou vient de dire. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ces arguments parce qu'on sait que le communiqué, tout a basculé du fait que le communiqué donc, du gouvernement était intervenu à quelques 24 heures de la marche donc, des acteurs de la société civile nigérienne. Et d'aucuns pensent également que ce communiqué a été minutieusement arrangé pour pouvoir interdire justement cette marche. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, quand vous faites l'analyse, il y a d'abord un fait qui est là. Nous sommes tous convaincus
que, quel qu'en soit Alpha, le gouvernement n'allait jamais accepter à ce que la manifestation puisse se tenir. Comme dans le passé, le gouvernement aura toujours la possibilité d'invoquer un certain nombre d'arguments pour justifier son arrêté d'interdiction. Maintenant, comme on le dit, en quelque chose, malheur est bon. Oui. Dans tous les cas, c'est une coïncidence. Il y a déjà la manifestation qui a été programmée pour le 15. Et tout le monde sait pourquoi les acteurs de la société civile ont lancé cette manifestation. C'est pour demander des clarifications par rapport à l'audit du ministère de la Défense nationale. Maintenant, le gouvernement a déjà fait une déclaration pour donner sa position par rapport à l'audit. Et même le principal parti au pouvoir a fait encore une sortie médiatique pour donner sa position par rapport à la question. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, les choses étaient déjà claires. Le gouvernement ne pouvait jamais accepter cette sortie. Parce qu'une chose est sûre, le point étant tellement sensible, le gouvernement n'a pas la possibilité quand même de croire que c'est une minorité et que ces acteurs ne pouvaient pas drainer beaucoup de foule. Surtout que presque tous les fronts de l'opposition ont fait une déclaration commune pour appeler leurs militants à participer. Ça veut dire, et deux centrales, je crois, ça veut dire qu'à partir de cet instant, le gouvernement est convaincu que, en autorisant cette manifestation, il y aura des foules qui seront drainées à travers tout le pays. Alors, comment résoudre le problème? Le gouvernement a eu la chance. Il y a coronavirus. Le gouvernement a eu cette chance. Il y a coronavirus. Alors, comme ce n'est pas encore venu au Niger, alors on ne peut pas dire qu'on a mis le Niger en quarantaine, puisque ce n'est pas venu, il n'y a pas de cas. Alors, de manière générale, le gouvernement, en conseil de ministres, et j'en ai la certitude, parce que même si le communiqué du président de la délégation spéciale est venu après, ça veut dire qu'il sait déjà qu'il y aura le communiqué. Et si tu regardes même les réseaux sociaux, le lendemain, donc le samedi là même, il devait avoir une rencontre de l'OJT. Tu as vu le poste du président de l'OJT qui dit, sur instruction du président du parti, la réunion est suspendue. Ça veut dire que toutes ces personnes-là, on considère, savent déjà que cette décision va venir. Maintenant, c'est pourquoi je dis que c'est une chance pour le gouvernement. Maintenant, après des mesures que le gouvernement a déjà prendre à travers le ministère de la Santé, alors on peut demander aux membres du gouvernement, mais qui peut nous donner l'argument valable pour casser l'élan de ce mouvement? Et l'oiseau rare, c'est le ministre de la Santé. Parce que bien avant ça, le ministre a dit déjà à prendre des décisions d'une manière de circonscrire la maladie. Et c'est un médecin. Alors, on a dit d'une manière générale, toutes les manifestations à caractère politique, à caractère sportif, culturel, sont suspendues. Qui peuvent avoir plus de 1000 personnes sont suspendues. Ça veut dire que de facto, qu'on le dise ou non, les marches là, prévues pour le 15, sont suspendues, même si les gouverneurs ou les maires n'ont pas fait sortir des arrêtés. Ça veut dire que de facto, à partir du communiqué du gouvernement là, on a déjà interdit. Les maires là ne font que formaliser. C'est déjà interdit. Parce que même si c'est une minorité, je suis sûr qu'ils ont la possibilité de drainer plus de 1000. Donc ici on les a eu.
Maintenant, pour parler toujours au niveau de ces communiqués, parce que ce n'est pas tout qui est truc. Tout ça, ce sont des chances. Parce que pour montrer que ce n'est pas seulement pour interdire, ils ont pris des mesures à l'encontre d'eux-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui voyage comme le président de la République. On a dit à partir de ce communiqué, c'est comme si on a dit même lui là, il n'a plus le droit de voyager. Parce que en voyageant, il risque d'aller dans les pays où il y a coronavirus. Parce qu'il a presque ça partout, là où il est susceptible d'aller. Ça veut dire que la mesure, lui, l'a mis en quarantaine au Niger. Et c'est une bonne chose parce que ça peut même permettre de faire de l'économie. Oui, ça peut même permettre. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ça peut permettre de faire de l'économie. Oui. D'accord. Et l'autre chose, ils ont dit même les rencontres internationales qu'on devait avoir au niveau du Niger sont suspendues. Normalement, demain, le secrétaire général de l'ONU et d'autres présidents de l'organisation internationale devaient être ici. Mais c'est annulé à cause du communiqué. Ça veut dire quoi? Il faut faire la part des choses. Tous sont perdus. Donc voilà pourquoi il y a des malheurs. Ils ont fait en sorte que ça soit équilibré, que ça soit attaquable. Voilà. Vous voyez? Maintenant, le président ne voyage plus, mais quel est le problème? Personne ne voyage. Parce que c'est là où ça pose un problème. Le fait le fait de braver des manifestations interdites. On est dans une situation où celui qui a le pouvoir là, qu'on le veuille ou pas, il a le monopole de la violence et de la force, parce qu'il a la force publique. Et nous le savons pertinemment. Si nous demandons aux citoyens d'aller braver, peut-être que nous pouvons leur dire de le faire. Mais nous ne sommes même pas sur le terrain. Ça peut être un problème. Parce que moi, j'aurais voulu, dans cette situation, en réalité, c'est une vérité. Puisqu'on a dit 1000, on peut éviter beaucoup de choses. Ceux qui ont demandé à circuler la déclaration, la marche, à 8 heures, ils devaient tous se présenter au niveau des lieux de regroupement. À 8 heures. Pourquoi j'ai dit ça? Ça permet parce que de parlementer avec, même si on a barricadé la ville, de parlementer avec les forces de l'ordre qui ont été déployées. Ils vous ont posé la question. Ok, puisqu'on a dit qu'il ne dépasse pas 1000, on n'a qu'à nous compter. Vous connaissez les 1000. Quand ça a été 1000, là, il faut refouler les autres. Oui. Donc, mais c'est aussi... Oui, ils ont dit 1000, non? Alors, c'est présent. On n'a pas dit, si ça a été 1000, ça ne dépasse pas 1000. On dit. Si ça a été 1000, mais les premiers qui vont venir, là, ce n'est pas 1000 qui vont venir en même temps. Oui, peut-être... Attends. Non, mais ils n'ont qu'à compter, mais ils sont là pour ça, non? Pour moi, je peux partir. Pour moi, si les forces de l'ordre sont là, c'est pour compter. Quand on atteint 1000, là, c'est le 1001. Donc, on disperse. Oui, n'a qu'à retourner. Alors, c'est une façon de montrer les limites. Les limites de la décision. Ils ne sont pas... Maintenant, ceux qui sont partis après. Parce que c'est ça aussi, les revers de braver des manifestations interdites. Vous, en tant qu'organisateur, vous avez des objectifs très clairs. C'est informer ou attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale par rapport à des faits bien déterminés. Mais il y aura toujours des petits malins, des esprits malins qui vont s'infiltrer pour essayer de saborder vos actions. Et le plus souvent, quand vous constatez des manifestations avec casse et autres là, ce ne sont pas des directives des manifestants, mais c'est toujours des intrus, des gens que ça arrange, des petits voleurs et autres, des petits voyous. Vous connaissez cela. Et quand c'est pourquoi quand il y a l'interdiction, il faut vraiment éviter. Ça, c'est une bonne chose, il faut réellement éviter. Surtout que vous connaissez, ce que vous êtes en train de demander. Ce que vous êtes en train de demander, il y a beaucoup de personnes qui savent que si ça aboutisse, c'est la prison directe, n'est-ce pas? Tu crois que dans des situations pareilles, ces gens-là ne peuvent pas créer encore d'autres situations pour qu'on essaie d'oublier leurs problèmes? Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé. Pour des simples choses que nous pouvons régler entre Nigériens.
Ce sont des simples choses qu'il faut régler entre Nigériens. Soit le gouvernement accepte le principe face à la pression de la foule et leur permettre d'aller librement tenir leur meeting, leur manifestation, se disperser dans le calme. Ou alors que les manifestants acceptent, ce n'est pas une capitulation, de se conformer à l'interdit. Alors, comme il y a eu deux propositions très tranchées, chacun veut faire valoir sa position, alors vous avez vu, ça a provoqué des situations de dégâts matériels très graves. Et il paraît avec même perte en vies humaines. Et aujourd'hui, devant cette situation, vous allez voir, ça ne serait plus un truc très simple. Vous allez voir, des gens vont essayer de faire des récupérations politiques. Des récupérations politiques. J'ai vu des gens même qui ont commencé par indexer des gens. Comme si c'est eux les spécialistes d'enquête. Oui, regardez les réseaux sociaux, on commence déjà par indexer. Alors que c'est maintenant, on a vu, on constate qu'il n'y a même pas eu enquête. Il n'y a même pas eu enquête. Et j'ai vu même, surtout même le journaliste de RFI, le correspondant de RFI, lui, il a déjà tout tranché. Oui, il a dit, moi, à 13h30 sur RFI Afrique, j'ai suivi le correspondant. Il a dit clairement que ce sont des gaz lacrymogènes qui sont tombés sur le toit d'une boutique et avec les bouteilles de gaz domestique qui sont dans les boutiques avoisinantes. Ça a enflammé les choses. Ça veut dire que lui, il a déjà conclu, il a déjà trouvé le responsable de l'incendie. C'est ce que ça sous-entend. Donc, à part de ce commentaire, lui, il a déjà trouvé. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont en train de cibler X ou Y. Alors que dans des situations pareilles, ce n'est pas l'émotion. Je crois que le comportement que nous devons avoir d'abord, c'est de ne pas mettre la passion dans ce qui s'est passé. C'est surtout d'abord de la compassion. C'est surtout d'abord de la compassion. Moi, quand tu regardes la place là, combien de milliards les gens ont perdu juste parce que des gens ont mis en avant leur ego. Des pertes réelles. Des familles ont perdu leurs proches. Leurs proches, des pertes en vies humaines pour des choses banales que nous pouvons régler. C'est ce que je disais que nous pouvons régler entre Nigériens. Cette situation, je crois, le gouvernement doit comprendre une chose. Je crois que l'affaire de l'audit du ministère, là, c'est une chose très simple. Si tel est que, comme le gouvernement l'a dit, comme le principal parti au pouvoir a dit, que ce n'est de la volonté de personne, c'est de la volonté du président de la République. Alors, si tel est le cas, il y a eu audit, on sait que des personnalités sont impliquées dans des forfaitures, mais les Nigériens ne demandent qu'une chose, et une chose qui est très simple. La justice. Amener le dossier à la justice pour que tout celui qui est impliqué dans cette affaire réponde. Je crois que c'est très simple. Et personne, quand vous regardez les communications des gens, personne ne dit que c'est X ou Y qui est réellement impliqué. Mais on dit tout simplement, pour la manifestation de la vérité, d'amener le dossier devant la justice. Parce que si c'est l'exécutif qui doit gérer cette question, il y aura toujours de l'injustice. Parce qu'il y aura toujours des gens qu'on va couvrir. En réalité, c'est que la population ou la société civile, une grande partie de la population est en train de dire par rapport à ces dossiers, c'est de faire en sorte que le traitement soit impartial. Parce que quand on a fait ces affaires d'exécutif, il y aura toujours des règlements de compte ou des gens qu'on va couvrir. Et on considère que ceux qui peuvent être impartials par rapport à une question pareille, c'est la justice. Ils sont assermentés et on croit à cela. Ils peuvent donner le degré d'implication de tout et chacun et conformément à la loi, qu'est-ce qui a été prévu par rapport à tel ou tel acte posé. Voilà pourquoi j'ai dit ça. En réalité, quand vous regardez coronavirus, vous voyez, avant même que ça ne vienne au Niger, ça nous a créé déjà des problèmes. Parce que tout ça là, c'est ça. Ça nous a déjà créé des problèmes. Avant même que le virus ne vienne, il faut voir, des gens ont perdu des biens. Des gens ont perdu leur vie. Alors que ce sont des choses très simples. Parce que quand on dit 1000, je vais revenir à ça.
quand on dit on a arrêté ça à 1000, mais le gouvernement peut le justifier. Il n'y a pas encore la maladie. Alors, à partir de 1000, on a circonscrit, peut-être qu'il n'y aura pas la propagation. Et même si, parce que bon, les gens se prennent les arguments, hein, les universités, les marchés, les écoles, les mosquées, les cases de santé, tout ça là, les gens parlent de ça. Mais je crois qu'à partir de ces diagrammes-là, on ne peut pas rentrer à partir de cet instant, quand même, s'il n'y a pas encore la maladie, on ne peut pas demander à ce qu'on nous mette en quarantaine. Ça peut encore poser un autre problème plus grave. Imaginez, au lieu de dire 1000, que le gouvernement dit à partir de ce communiqué qu'il y aura un mois, on décide à ce que tout le monde reste chez lui, ou bien 2 semaines, pour voir s'il y a des gens qui sont porteurs ou pas, où on a fermé les frontières, personne ne sort, on a mis le Niger en quarantaine parmi 2 semaines. Le Niger, là, ne peut même pas vivre en quarantaine pendant 1 jour, parce que la majorité des Nigériens vivent du jour au jour. Ouais. Si tu ne sors pas le matin, ça veut dire que tu ne mangeras pas le soir. Et tu vas mourir. Donc voilà, vous comprenez, n'est-ce pas? On n'a pas les mêmes cultures comme ceux qui sont en Occident là. Même si on a dit 1 mois, même s'il n'y a pas coronavirus, ces gens ont leur provision d'1 mois chez eux. Chez nous là, nous vivons du jour au jour. Et notre grande réflexion, en réalité, c'est vrai, nous avons des maladies plus dangereuses à rater que Corona, qui est un assaut nous assaillit. C'est la fin d'abord. Nous cherchons, les Nigériens, nous raisonnons d'abord en termes de grains de riz. Oui, nous raisonnons en termes de grains de riz. On a déjà cette maladie. C'est pourquoi nous, la prière, là, vraiment, on est obligé de prier pour que ça ne vienne pas encore se remonter à nos problèmes. Et également, autre chose, il ne faudrait pas que cette histoire de coronavirus, ça c'est l'appel que je dois lancer au ministère de la Santé, que ça détourne également nos esprits des autres maladies. Nous sommes maintenant au niveau du mois de mars et ils savent que c'est le mois où de prédiction d'une maladie, d'autres épidémies comme la méningite rougeole. Il ne faudrait pas que le ministère se concentre seulement sur coronavirus, alors qu'on a ces maladies-là qui chaque année nous tuent plusieurs milliers de personnes. Donc il faudrait également toujours dans les trucs de prévention, nous voulons savoir peut-être que si le ministre de la Santé est en train de nous écouter, il va sortir pour nous donner certainement l'état d'évolution au niveau des stocks de sécurité quand même pour des vaccins contre rougeole, pour des vaccins contre méningite. Parce que nous, ce n'est pas un seul problème, un fait qui va nous dévier de nos analyses et de nos conceptions réelles pour le devenir de ce pays. Ok. Monsieur Adam, alors vous avez vu également la sortie médiatique de l'opposition, parce que l'opposition est également revenue sur l'audit du ministère de la Défense et l'opposition a demandé qu'on soutienne la marche, que ces militants soutiennent la marche d'aujourd'hui, 15 mars 2020. Alors, pour vous, déjà, il y a un silence qui est là de l'opposition, parce qu'on n'a pas vu une opposition, en fait, qui était sortie depuis tout ce temps-là, mener des actions concrètes, quand même, par rapport à certaines dispositions. Et aujourd'hui, avant-hier, on voit une opposition, les 4 fronts, qui sont regroupés pour faire une déclaration dans ce sens. Alors, qu'est-ce que d'abord vous pensez de cette sortie médiatique de l'opposition et qu'est-ce que vous pensez également du silence de l'opposition? Avant d'arriver là, je voudrais dire en quelques malheurs aussi, en quelque chose le malheur est bon par rapport au coronavirus. Vous aussi, vous rejoignez Bourema. Exactement, parce que depuis l'apparition du coronavirus en Europe, tous les présidents africains, les ministres, maintenant, ont recouvré leur santé. Ils ne partent plus pour faire le check-up au niveau des hôpitaux de l'étranger. Ce qui fait quand même un point de gagner pour l'économie de nos différents États. En quelque part, ça, il faut voir ça de ce côté. Donc c'est positif. En tout cas, de notre côté, c'est positif. Et je pense, pour dire un mot toujours par rapport au coronavirus, je pense que la propagation du coronavirus dans nos pays, à haute température, qu'on le veut ou pas, vraiment c'est minime par rapport aux pays européens. Il faut faire une analyse, madame. Je prends l'exemple de Burkina. Le couple qui a amené le coronavirus au Burkina, c'est le pasteur Karambiri et sa femme qui s'appelle Hortense.
Et eux-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient partis à un endroit qu'on appelle Molus en France, qu'on les a invités pour animer une conférence. Et c'est là le foyer du coronavirus en France. De là, ils l'ont contacté. Quand ils étaient de retour au Burkina, on les a testés, ils étaient négatifs. C'est après 3 jours. Oui, c'est après 3 jours, ils sentaient des symptômes et même ils étaient partis se présenter. Après l'examen, on a confirmé qu'ils ont cette maladie. Après 3 jours qu'ils étaient là. Donc, et celui qui connaissait Pasteur Karambiri et Hortense, c'est quand même de grandes personnalités. Au niveau de leur lieu de culte, de leur église, c'est des milliers qui se rassemblent. Même quand ils partaient, les gens qui vont les accueillir, c'est un grand nombre. Mais malgré ça, jusqu'à la date d'hier, il n'y a que 7 cas confirmés de contamination de coronavirus. Et il n'y a aucun noir jusqu'à preuve de contraire ici en Afrique noire qui est mort de coronavirus. Ça n'a jamais été confirmé. Prenez en Europe. Chaque heure, il y a des gens, il y a des dizaines, il y a parfois des centaines dans d'autres pays qui meurent. C'est un truc simple, c'est une question d'analyse. On n'a pas besoin de dire, non, faisons l'analyse simple. Cependant, comme on a dit, vaut mieux prévenir que guérir. Je ne suis pas médecin, je fais des analyses. Non, je ne suis pas médecin. On revient. Oui, la propagation, elle est limitée. Voilà, maintenant, par rapport à l'opposition nigérienne, à un certain moment, on constate que l'opposition nigérienne a carrément quitté le terrain de combat. Elle a cédé, elle a cédé la place aux acteurs de la société civile. C'est comme si l'opposition politique voudrait faire un combat par procuration. On ne sait pas, c'est parce qu'ils sont fatigués. C'est parce qu'ils ont perdu l'espoir, c'est parce qu'ils sont divisés, parce qu'ils n'ont plus la force pour tenir à l'opposition. Ça, c'est des points d'interrogation. Leur chef de file de l'opposition aussi. Bon, tout ça là, c'est des raisons qu'on peut évoquer, c'est des hypothèses. Ça peut être dedans. Mais maintenant, d'un seul coup, tout azimut, on voit les 4 fronts de l'opposition ensemble pour faire une déclaration. Une déclaration qui semble être une manipulation de conscience, parce qu'ils ont dit qu'ils demandent leurs militants de soutenir la marche qu'organisent les acteurs de la société civile. Ils n'ont pas dit qu'eux-mêmes ils s'engagent d'aller, parce que la preuve, on a vu qu'un seul responsable de l'opposition qu'on a filmé qui en a participé à la marche. Ibrahim Yacoba de Kishinkasa. Tous les autres, ils ont disparu dans la nature. Ils ont disparu ou ils ne sont pas sortis? Non, ils sont disparus parce qu'on ne les a pas vus. C'est différent. Non, ils ont fait une déclaration pour dire qu'ils soutiennent que leurs militants participent. Oui, mais ils sont normalement, non. Mais non, on ne les a pas vus. Ils sont restés chez soi. On ne sait pas. Ils sont restés chez eux ou bien ils observaient la terre. Oui. mais quand vous dites qu'ils ont disparu dans la nature, c'est comme si eux-mêmes se cherchaient. Mais vous ne pouvez pas faire appel et ne pas venir. C'est comme si vous disparaissiez en quelque sorte. Comprenez le qualificatif de la disparition que je donne dans ce sens. Maintenant, d'un seul coup, on voit que les gens là ne sont plus là, de l'opposition. Mais vous étiez là. Oui. C'est un bon citoyen. En bon citoyen, nous étions sur le terrain. Parce que l'aspect de l'audit au niveau des ministères de la Défense, quand même, nous concerne à plus d'un titre en tant que citoyen. Et ça doit aussi concerner tout le monde. Je ne disconviens pas avec le parti principal au pouvoir qui dit que c'est de l'initiative du président de la République. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas uniquement l'opposition qui n'était pas là. Oui. Oui, vous autres aussi, les centrales syndicales. Ok. Admettons, mais quand même, non. Ça, en fait. Non. Il n'y a que 2 centrales syndicales qui ont demandé à leurs militants l'IFPT et la CNT, de manière officielle, ils ont dit aux gens de participer. Voilà. Mais il faut dire que de manière officieuse, de manière officieuse aussi, la plupart des membres de ces différentes centrales syndicales ont assisté en tant que citoyens. Ils n'étaient pas partis en tant que structure organisée, mais en tant que citoyens, ils ont répondu à l'appel. Ça, c'est un autre aspect. C'est un autre aspect parce que ça vous regarde aussi. Oui, ça nous regarde. En tant que centrale syndicale. En tant que centrale syndicale, admettons, ça nous regarde maintenant. Maintenant, au niveau de cet audit, j'ai dit, je soutiens que c'est l'initiative du président de la République.
Et parce que même si le ministre disait il a posé comme condition, dans tous les cas, c'est le président de la République qui nomme le ministre par un décret. Si on lui pose la condition, ça ne lui plaît pas, il peut dire non, il change, il nomme quelqu'un d'autre. Il a l'intention de faire cet audit, je suis tout à fait d'accord. Mais pour quelle fin? C'est ça la question que je me pose. Donc à quelle fin? Oui, pour quelle fin, à quelle fin il voulait faire cet audit? Pas seulement du ministère de la Défense, mais de toutes les autres institutions de la République qu'il a commandité maintenant. Rappelez-vous, c'est comme si c'est l'histoire qui est en train de se répéter. Monsieur Hama Amadou fut le premier ministre de Tanja pendant 7 ans. D'ailleurs, la plupart des crises administratives et socio et politiques, c'était Hama qui l'a piloté, c'est lui qui l'a géré. Au moment où Tanja n'a plus besoin de Hama, Tanja qui l'avait nommé Premier ministre, a laissé qu'on a déposé une motion de censure avec le soutien des députés de la majorité. Qui l'a conduit en prison. Qui l'a conduit en prison. Et on a trouvé comme argument comme quoi il a détourné que 100 millions. Oui, après on a dit que après vérification c'est devenu 38 millions. Un premier ministre pendant 7 ans n'a rien trouvé à voler que 38 millions. Maintenant, le président a dit de faire l'audit. Est-ce que ce n'est pas une façon de tenir, parce que nous le savons tous, ce n'est pas un secret pour personne, qu'il y a une scission, il y a une division au sein du parti principal au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une façon de maintenir, de tenir ceux qui veulent aller de l'autre côté, de dire, bon voilà, on tient vos dossiers. Si vous refusez de vous conformer à la décision du bureau national, ou du bureau fédéral, comme ils le disent, on va transmettre vos dossiers à la justice. Ça peut être ça. Un autre aspect que je voulais, parce que les gens généralement disent, il faut donner à la justice fait son travail. Il faut qu'on fasse très attention. Ce n'est pas forcément parce qu'on remet ces dossiers à la justice que le traitement sera comme on l'espérait. Je vais faire un rappel, il y avait une jurisprudence au Niger. Il y a le cas de Kadi Diatoulaye qui a été asservi au Niger. Que la Cour de la CEDEAO a fait sortir un arrêt de la Cour pour condamner l'État du Niger. Ces dossiers-là, on les a traités ici par les juges nigériens, qui n'ont pas trouvé pour condamner le gars qui l'avait asservi pendant des années. Il faut qu'elle puisse transporter l'affaire pour amener au niveau de la Cour de la CEDEAO, pour que la Cour de la CEDEAO puisse dire le droit en 2008. C'est un arrêté de 2008. Si je ne me trompe pas, c'est le 27 octobre 2008. Alors, c'est une question de courage. Parfois, la loi peut être là, mais les juges à qui on a transmis des dossiers pour le traitement peuvent manquer de courage pour dire la loi. Oui, il ne faut pas seulement se dire, parce que c'est la justice. Non, il y a beaucoup de juges, on les amène des choses, les lois existent, mais parce qu'ils ont peur, ils manquaient de courage, ils n'arrivent pas à dire le droit par rapport à ça. Un autre aspect, si j'ai volé les biens de l'État ou je les détourné, je l'ai mis au nom d'un oncle, ou de quelqu'un qui travaille avec moi, avec qui on n'a aucun lien de ça. De quelle manière un juge va pouvoir recouvrer ses biens? Parce qu'ils ne sont pas à mon nom. Selon l'article 44 du Code de procédure pénale, on dit que les biens, pour la personne qui a détourné un bien public, on les met sous sol, on garde jusqu'à traitement final. Mais si ces biens-là, on n'arrive pas à confirmer c'est mes biens, est-ce qu'on peut les prendre? Est-ce que nous, le but, c'est juste pour prendre les gens, les jeter en prison? Non, c'est d'abord que l'État recouvre ses biens volés, parce que ça, c'est l'aspect qu'on dit civil, et ensuite, l'aspect pénal va suivre, que les gens puissent payer en prison. C'est pour cela que j'ai aimé ce que Brem a dit, il faut qu'on évite de faire un combat de personnes. En tant qu'acteur de la société civile ou citoyen, qu'on puisse combattre un système, pas des individus. Si on combat des individus, le système reste, il demeure. Ces individus-là vont quitter, les autres qui vont revenir les remplacer feront pire. De la même chose au niveau du gouvernement, qu'ils cessent de faire un combat de personnes. Pour dire que c'est un tel et un tel qui sont au niveau de la société civile. Par conséquent, tous ceux qui disent, même s'il y a de grandes vérités, on va fermer les yeux, on va dire non. Il faut que de tous bords qu'on soit équilibré. Parce qu'il faut voir que le Niger, si on arrive à faire un combat en toute objectivité pour l'intérêt général va prévaloir. Okay. Et il faut que les détourneurs de deniers publics puissent être punis conformément aux lois et règlements du Niger, mais pas juste pour faire de l'usage politique, pour prendre les gens en otage politiquement, non. D'accord.
Les biens ne sont pas les biens d'un parti politique qu'ils ont détourné, c'est les biens de l'État qu'ils ont détourné. Il faut que l'État puisse recouvrer ces biens. Et qui sont au pouvoir, aujourd'hui, ils ne sont que les locataires, ils sont passagers. L'État reste et demeure, les hommes passent. Ok. Monsieur Daouda, l'opposition politique, finalement, on les a vus le samedi rendre une déclaration pour soutenir, d'une part, la marche des acteurs de la société civile et également revenir sur l'audit du ministère de la Défense. À côté de ces... à côté donc de l'opposition, il y a également ce mutisme des centrales syndicales. Parce que là, je voudrais également revenir sur ça. Les centrales syndicales, on a comme l'impression depuis qu'ils ont organisé leur... c'est le vote ou quoi, l'élection, les élections professionnelles. Ces centrales syndicales, on les voit plus sur la scène. En fait, tout ce que les Nigériens sont en train de souffrir aujourd'hui, ou des systèmes qui ne marchent pas, par exemple l'éducation de l'autre côté, on ne les entend plus en fait. On dirait que ces centrales syndicales sont purement effacées et rejoignent de l'autre côté l'opposition politique. Parce que, comme vient de dire Adamou, l'opposition politique, c'est comme s'il a donné un mandat à ces acteurs de la société civile de faire la lutte à leur place. Alors, qu'est-ce que vous pensez véritablement, d'une part, de ces centrales syndicales et de l'autre côté, l'opposition politique? Déjà que les 4 partis, les 4 fronts qui se sont regroupés aussi, les 4 fronts, ça fait un bout de temps qu'ils ne font plus le combat ensemble. C'est les fronts là. Oui, il ne faut plus le combat, il faut se dire la vérité. Chacun est confiné à faire un combat à part. Vous savez, madame, on a l'habitude de faire ces débats. Ça faisait longtemps que l'opposition nigérienne a démissionné et que l'opposition a cessé de jouer son rôle. En réalité, c'est même en partie pour ça que les gouvernants considèrent comme opposants les acteurs de la société civile. Là où je n'arrive pas à comprendre en réalité notre opposition, c'est de manière institutionnelle. On l'a créé, on l'a constitutionnalisé. Normalement, l'État leur donne même de l'argent pour faire de l'opposition. Mais ils ne font absolument rien. Quand ils les voient réagir comme la dernière fois, ils veulent faire de l'opportunisme. Ils veulent que la société civile lutte à leur place. Et ça ne pouvait pas marcher. Et vous allez comprendre même pourquoi parfois les acteurs de la société civile peuvent ne pas avoir les mêmes points de vue par rapport à un certain nombre de comportements. Il y a beaucoup qui n'arrivent jamais à accepter de mener une lutte par procuration. Parce qu'en réalité, quand tu es un acteur de la société civile dans une situation où on a une vie politique qui est bipolarisée, quel qu'en soit l'acte que tu poses, tu le sais pertinemment que ça peut être interprété. Quel qu'en soit l'acte que tu poses, ça peut être interprété. Soit on dit que c'est l'opposition qui te manipule, ou alors c'est le pouvoir qui te manipule. Puisque la vie politique est déjà polarisée. C'est la même chose chez vous également au niveau des journalistes. Dès que tu prends position dans une situation pareille, on te donne des étiquettes. Voilà pourquoi les étiquettes ont toujours existé. La société civile en réalité qui joue fondamentalement le rôle de l'opposition. Pas en tant qu'opposant, mais en disant la vérité au gouvernement. Or, ça devait être le rôle régalien de l'opposition. Sortir de temps en temps, dire, au moins donner l'antithèse des thèses que développait le gouvernement. Voilà. Si c'était une opposition conséquente, façon dont ils ont jusqu'à 4 groupes, 4 fronts, 4 fronts, plusieurs partis politiques. On a combien de ministères?
40 et quelques, n'est-ce pas? Je crois que si c'est une vraie opposition, c'est ça la lutte politique. Il y a 115 Parce que politiques. l'opposant, on considère que son rôle, c'est d'aspirer à avoir le pouvoir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement chercher à ce que celui qui est au pouvoir la quitte rapidement pour que lui prenne. Non! Nous, ce qui peuvent nous intéresser en tant que citoyens, c'est que même quand il y a alternance, que la gestion de celui qui va venir soit encore meilleure par rapport à celui qui gère maintenant. Et ça va être comment? Pour qu'il ne puisse pas même avoir rupture au niveau de la vie d'une nation. Mais les opposants doivent avoir des comités susceptibles d'avoir des droits de regard sur tout l'ensemble des ministères. Ce qui fait que dès qu'un ministre X fait une sortie pour développer une thèse, il y a toujours quelqu'un de l'opposition capable de venir et de faire l'antithèse et de dire, replacer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, même quand ils sortent, on sent que c'est du tâtonnement. On a comme l'impression qu'ils ne sont pas en train de suivre, comme nous autres, la société civile, la vie réelle de notre pays. Et ça, c'est dangereux. C'est une posture très dangereuse. C'est une posture très dangereuse. Maintenant, pour ce concernant les centrales syndicales. Mais écoutez, madame, on a l'habitude de le dire. Depuis 2011, on a dit jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2011 à aujourd'hui, il n'y a pas un seul secteur de la vie socio-économique du Niger qui n'a pas de problème. Il n'y a pas un seul secteur qui n'a pas déposé des mots d'ordre de grève ou autre. Mais on n'a jamais vu les centrales syndicales sortir, même pour faire des déclarations de principe pour soutenir. On a l'habitude de pour soutenir. Mais écoutez, les centrales syndicales, maintenant on a dit qu'il y a 5 qui sont des centrales représentatives. Mais moi, tu vois, la dernière fois, là, ce qui m'a étonné quand je l'ai vu une fois, la dernière fois, au niveau de le Conseil des ministres, quand on a nommé les représentants des centrales syndicales au niveau du CESOC, c'est en ce moment-là que certains ont commencé à se plaindre pour montrer que, comme les 5 sont représentatifs, pourquoi d'abord on va prendre les représentants des deux premiers. Et j'ai vu la dernière fois, on a même pris pour USTN, on a augmenté. On a fait pour faire en 3. Comme c'est 5 membres, donc pour eux, là, on allait faire. Là, comme c'est affaire, c'est comme les politiciens, quoi. Comme c'est affaire de partage, là, il faut le faire. Partage du gâteau, donc oui, il faut que là, ils disent. Alors que nous, en tant que travailleurs, là, c'est pas leur représentation autour là qui nous intéresse. Nous, c'est la défense de nos intérêts professionnels, de nos intérêts matériels, de nos intérêts moraux. Mais ces gens-là, ce ne sont pas des syndicalistes. Je crois que j'ai l'habitude de le dire et je le réaffirme. La seule chose qui les intéresse, c'est avoir les subventions pour fêter leur 1er mai et avoir des billets d'avion pour aller au conférence de l'OIT. Mais avec cette situation de coronavirus... Maintenant, heureusement même, je crois que c'est en mai. 1er mai même. Non, ça n'aura même pas lieu. Dans tous les cas, ça n'aura pas lieu parce qu'on a Corona là, on ne peut pas réunir les trucs. Donc, ça veut dire que l'État peut même garder ses subventions. Parce que, franchement, on ne peut pas faire les trucs là. Donc, tu vois, c'est là pourquoi je dis la question malheur est bon. Corona là va sauver au moins les travailleurs. Parce qu'il y a des gens qui prennent des millions, juste faire des semblants de défilés, ils se remplissent les poches, ils partent acheter des véhicules, construire, dire qu'ils travaillent. Après, ils ne parlent plus au nom des travailleurs. Et heureusement, bon, avec Corona, là, comme il y a le Corona, on a dit pas plus de 1000. Je crois que les centrales, ils vont mobiliser plus de 1000. Ça veut dire qu'ils mettent. Dès maintenant, quand même, doivent comprendre que leur manifestation ne doit pas. Ces centrales syndicales vont sortir. Ils vont. Non. Les centrales ne peuvent pas. Non. Les centrales ne peuvent pas. Mais c'est même un sujet de reportage, ça. Oui. Donc, mais écoutez, c'est tout ce qui les intéresse. Faire 1er mai. Prendre subvention, être nommé comment est-ce qu'on appelle là, président conseil d'administration de la caisse, c'est tout ce qui les intéresse. Mais si c'est pour défendre les intérêts professionnels des travailleurs, zéro. Et vous avez vu, même actuellement, les enseignants sont en grève. Pourquoi les enseignants sont en train de souffrir vers Tillabéri, même pas ça. Même leur grève là, quand vous prenez, les centrales syndicales sont là. Et on vous a dit que depuis 2016, on a bloqué l'avancement au choix des enseignants. Mais écoutez, dans toutes ces centrales, il y a des syndicats d'enseignants.
Mais est-ce que vous avez vu ces centrales-là faire les problèmes de ces enseignants? Mais si c'est pour prendre les cotisations ou les subventions au nom de ces enseignants-là, là, on les trouve en première ligne. Mais si c'est pour défendre zéro. Non, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux vraiment. Ils doivent changer. Ils doivent vraiment changer de comportement. Savoir que s'ils sont là-bas, même si on dit qu'ils sont représentatifs et on a l'habitude de le dire, qu'ils sont en train de se ridiculiser. Parce que on l'a dit la dernière fois qu'il n'y a pas de centrale représentative réellement au Niger. Parce que lorsqu'on a fait les élections professionnelles, la centrale qui a eu le plus grand taux, c'est l'abstention. Parce que plus de 100% des travailleurs n'ont même pas participé à ces élections. Ça veut dire qu'on peut considérer que cette majorité de travailleurs sont déçus de leur comportement. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas syndiqués. Alors, le gouvernement peut l'utiliser contre eux un jour pour leur montrer qu'en réalité, ils ne peuvent mobiliser personne. On peut les qualifier aussi de minorités un jour. Parce qu'on sait que s'ils ne peuvent pas poser des actes, s'ils ne peuvent pas demander au travail d'aller en grève, c'est parce que eux-mêmes, ils le savent, ils ne peuvent mobiliser personne. Et s'ils peuvent le faire, on leur lance le défi de le faire. D'accord, on vous lance le défi de le faire. Bon, je pense qu'il faut un peu relativiser les choses. D'accord. Les centrales syndicales, il y avait des événements qui se sont succédés, qui ont fait en sorte qu'on voit qu'il y a une sorte d'accalmie ou un silence. D'abord, vous savez, après l'évaluation Marty, ou l'examen Marty, parce que c'est le terme qu'il faut employer, ce n'est pas une évaluation, c'est un examen. Cela a fait en sorte que certains des enseignants qu'on a retirés a découragé d'autres militants pour pouvoir s'engager. Mais bien avant d'arriver là, ce n'est pas le problème d'abord des centrales syndicales, c'est le problème des syndicats. C'est les syndicats qui pilotent les centrales syndicales. Sans l'existence des syndicats, les centrales syndicales ne sont pour rien. Le problème qu'on a, c'est ce virus de division qui a pu traverser. Parce qu'au niveau des centrales, il y a 3. Oui, j'ai eu à le dire. Le problème, ce qui se pose, c'est quoi? Quand le gouvernement a voulu concasser certains syndicats, bien sûr, au niveau de l'enseignement primaire, d'abord, il a divisé les enseignants même du même sous-secteur. Au début, on a dit qu'on va évaluer l'ensemble des enseignants du primaire, titulaires comme contractuels. Ils ont compris que si c'est ça là, ça ne va pas marcher parce que les titulaires vont se coaliser avec les contractuels pour barrer la route. Le gouvernement a dit non. Pour les titulaires, il n'y a pas de problème. On va seulement évaluer les contractuels. La division au sein du même sous-secteur existe. Qu'en est-il des autres sous-secteurs? Mais s'il n'y a pas, si cette division, si c'est-à-dire notre vision était partie loin, on a compris, les contractuels, les titulaires de l'enseignement primaire, les contractuels, les titulaires de l'enseignement secondaire, les contractuels, les titulaires de l'enseignement professionnel, y compris les enseignants de l'enseignement supérieur. On s'est coalisé pour bloquer, barrer la route. Cette évaluation n'aura pas lieu. Si cette évaluation n'a pas eu lieu, la même force que vous connaissez au syndicat, parce que c'est eux qui donnent vie aux centrales syndicales, allait exister. Mais maintenant, il y a une probable évaluation pour l'enseignement secondaire. Est-ce que vous pensez que ceux de l'enseignement primaire ou professionnel vont venir soutenir ceux de l'enseignement secondaire? Quand eux, ceux de l'enseignement primaire souffraient, qu'est-ce que ceux de l'enseignement secondaire ont fait? Ils n'ont rien fait pour eux. Donc, c'était des choses qui ont créé cette situation. En plus de cela, je suis en train de venir, il y a l'élection professionnelle. Les centrales syndicales qui vont maintenant ouvrir la bouche pour parler, si toi, tu n'as pas eu les 5%, tu n'as pas eu ce pourcentage, dès que tu parles, on va te dire... ferme ta bouche. Tu n'es même pas représentatif. Qu'est-ce que tu as à dire? Il faut comprendre, ta voix n'est même pas audible au niveau du gouvernement. Mais les 5 même ont disparu. Les 5 même qui... Les 5 même ont disparu. Maintenant, par rapport à ces 5-là, représentativité. Vous savez que peut-être une façon de casser les mouvements, l'État savait que le 5, le premier même plutôt arrive. Vous avez vu, cette semaine-là, il y avait une ouverture de négociation avec les 5 centrales syndicales les plus représentatives sous l'égide de Ben Omar, au niveau de la primature, avec l'ensemble des différents ministères concernés. Et maintenant, ils ont fait la mise en place du comité. Maintenant, pour tirer sur l'État en train de négocier. Quand vous sortez parler, on va vous dire, les points que vous êtes en train maintenant d'évoquer, on est là-bas en train de les étudier un à un pour voir comment ça se fait. En plus de l'avancement au choix qui a été bloqué, ce n'est pas l'avancement au choix. Depuis 2016,
rappel sur salaire a été bloqué depuis 2016. Incidence, là, on n'en parle même pas. À un certain moment, ils ont ouvert une petite porte. Une petite porte pour les incidences. Mais pour ceux qui rappellent ce salaire, même il y a des gens qui sont au niveau du ministère des Finances, dont leur rappel salaire est bloqué. En plus forte raison, les autres secteurs. Ok, bon, très rapidement, parce que... Très rapidement, maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, il ne faut pas seulement voir que le silence des centrales syndicales. C'est vrai, il y a un silence. Trois regroupements de centrales syndicales. Mais ces regroupements-là font face à un problème de telle sorte que maintenant, même si vous appelez les militants, ne font plus confiance. Oui, c'est ça. Et ce qui constitue la force, c'est quoi? Et non, les militants doivent se mettre en tête que la seule façon pour un travailleur d'arracher son droit, c'est de lutter. Le silence. Mais le problème, on ne leur a pas demandé de faire la lutte. Non. Le mot d'ordre même ne vient pas. Non, les syndicats donnaient des mots d'ordre. Ils n'ont même pas lancé. Pas les centrales. Ils n'ont jamais lancé. Ah, ok, non, les centrales syndicats, oui, bien sûr, ils n'ont pas lancé. Oui, comme ces gens n'ont jamais lancé. Mais ça veut dire c'est pourquoi je le disais tantôt. Si ces centrales ne lancent pas, mais le gouvernement peut conclure, c'est parce que ces centrales ne peuvent mobiliser aucun syndicat. C'est ce que ça sous-entend. C'est pourquoi j'ai lancé le défi. Si ce n'est pas ça, mais les 5 sont représentatifs, non. Les 5 n'ont qu'à lancer, même pour 24 heures. En tout cas, le 1er mai, coronavirus. Mais dans tous les cas, le problème, donc, ça, au moins, ça peut nous permettre, ça peut permettre de faire de l'économie également. Oui. Ça rentre dans l'économie. C'est le sacrifice. Hein. Ça fait partie des sacrifices des travailleurs. Les SIG sont à l'écoute. Ah, mais c'est la vérité, je dis. Coronavirus, 1er mai. On est maintenant en fin mars. Avril, maintenant, 40 jours. Ça reste. On ne peut pas prendre ce risque. On ne souhaite pas. On ne doit pas prendre ce risque. Une chose que je voulais tirer comme conclusion, observer la situation, ce n'est pas seulement au niveau des syndicats. Vous savez, la lutte de 2005 a donné, les gens ont répondu, ils ont observé. Oui. Mais depuis un certain temps, quand vous constatez, ce n'est pas seulement le groupe, le secteur socio-professionnel, même les citoyens lambda n'arrivent pas à répondre. C'est pour cela, tantôt, j'ai parlé d'une hypocrisie au niveau des Nigériens. Quand il s'agit de prendre l'appareil au niveau des réseaux sociaux, tout le monde est combattant, il est prêt à être sur le terrain. Mais le jour où il fallait être sur le terrain, vous allez voir les gens disparaissent, ils sont derrière leur portable. C'est ça le problème. Qui va s'engager à se faire sacrifier pour des gens qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour eux-mêmes? On vient d'apprendre également l'interpellation de certains acteurs de la société civile, dont notamment nous, Arzeka, Tchangari et Munkel Halidou, au niveau donc, de la PJ. Donc voilà, chers invités, nous sommes à la fin, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin donc, de ce débat. Le rendez-vous de la rédaction, comme vous avez vu, le rendez-vous de la rédaction, on a tellement débattu sur l'aspect de sortie, l'aspect de manifestation, et le silence des centrales syndicales et de l'opposition politique aussi, face à, donc, à toutes ces dérives que nous constatons. Et voilà, donc nous avons également parlé de cette situation de ce matin avec la manifestation des acteurs de la société civile nigérienne. Donc vous avez vu un peu ce qui s'est passé en ville, plus précisément vers le Grand Marché, ce qui s'est passé. Et nous avons également parlé un peu de l'effort qu'est en train de fournir aujourd'hui le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique concernant le coronavirus, donc cette maladie coronavirus Covid-19, donc qui fait vraiment des dégâts au niveau mondial, par exemple au niveau de l'Allemagne, au niveau donc de l'Europe surtout, parce que c'est vraiment là-bas qu'il y a plus de peur en fait, le foyer de l'épidémie. Donc voilà, nous souhaitons, parce que jusqu'à présent nous au Niger, nous n'avons pas ce cas, et nous souhaitons par nos prières que vraiment Dieu nous préserve de cette situation. Voilà, donc aujourd'hui on n'a pas pu, nous et l'autre, Dambagisson Allah n'a pas pu répondre donc, sur ce plateau. On le verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Il sera ici avec nous pour débattre encore de l'actualité nationale. Merci beaucoup, merci vraiment, chers invités. On se retrouve, les adieux, la semaine prochaine. Et sachez que la rediffusion, c'est le jeudi à partir de 22h. Au revoir.